Salut! Cette vidéo, c'est la deuxième partie de l'iceberg des Lost Media français. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille fortement d'aller la regarder, même si vous n'êtes pas obligé. Ça serait cool quand même. J'ai d'ailleurs pris en compte tous vos commentaires et j'ai lu tous vos feedbacks. Je vous remercie énormément d'ailleurs pour vos retours. Ça a été hyper constructif. À part celui sur l'anglicisme, ça changera pas, faudra faire avec. Dans cette vidéo, on y avait exploré le ciel et la surface. Maintenant, on va continuer notre plongée vers les eaux claires. Bienvenue dans la partie 2 des Lost Media français. Costard noir. Dans la première partie de l'iceberg, on avait abordé le cas de Feldjup et notamment de ces ARG qui ont été supprimés. Et c'est justement un de ces ARG dont on va parler, mais pour ça, il faut que je vous parle un petit peu d'un autre ARG qu'il a fait, qui s'appelle Signe D. Signe D, c'est une web-série lancée par Feldjup sur sa chaîne principale il y a 9 ans, et c'est grosso modo une histoire à la Marble Hornets, où l'on suit un personnage du nom de Vincent G, incarné par lui-même. Cet ARG, c'est un des plus importants de Félix, avec des énigmes encore aujourd'hui irrésolues, et des wikis et comptes Facebook encore actifs. Dans cette histoire, le personnage de Vincent crée une creepy série du nom de Costard Noir, enregistrée sur des cassettes, qui fut rapidement arrêtée par le dit personnage. Le Costard Noir étant bien évidemment une référence au Slenderman, étant à ce moment-là très inspiré des creepypasta mainstream de l'époque, et ce mini ARG au milieu de Signe D, il a complètement disparu, pour la simple et bonne raison que, Félix, il a grandi, au fur et à mesure du temps qui passe, on évolue, et en jetant d'un coup d'œil sur notre projet passé, ça peut nous arriver de trouver ça excessivement cringe et de vouloir tout effacer. D'après Félix lui-même, l'ARG est non seulement supprimé de YouTube, mais aussi de tous ses disques durs et de son ordinateur, donc plus aucune trace. J'ai très vite eu honte de ce projet et je l'ai donc supprimé de YouTube. Mais je l'ai pas que supprimé de YouTube, je l'ai également supprimé de tous mes disques durs. Aujourd'hui, c'est simple, il n'existe plus aucune trace de Costard Noir. Donc, à moins d'un miracle que Lina ait par chance des archives bien cachées dans mon cul, on risque pas de trouver quelconque trace de cette histoire. Quand je pense à cette histoire, en vrai, je peux pas m'empêcher de penser à tous ces Lost Media que j'ai supprimés de mon téléphone ou de mon ordinateur parce que fallait que je garde de la place. Des Lost Media qui resteront à tout jamais du coup des médias perdus. Parce que c'est impossible qu'un jour on les retrouve. L'appel du 18 juin. Alors celui-là, c'est un peu marrant, parce qu'il m'a fait réaliser un truc que je pensais acquis depuis mes cours d'histoire au lycée. Je vous dois un peu de contexte. 1940, on est dans la merde. On est bien dans la merde. La France est à la merci des Allemands, des dizaines de milliers de personnes sont déportées et de plus en plus de pays se disent ce qui se passe chez les Européens, ça pue du cul. On devrait peut-être s'en mêler, non? Le 18 juin, un certain général de Gaulle qui s'était barré de la France arrive à Londres avec l'objectif de négocier avec les Britanniques pour poursuivre la guerre. Même si le gouvernement français cesse les combats, il rencontre Winston Churchill qui accepte son projet et lui promet un accès aux ondes de la BBC pour s'exprimer dès que l'armée sera annoncé. Le même jour, à 12h30, Philippe Pétain, nouveau chef du gouvernement français, annonce à la radio son intention de demander une armistice. De Gaulle et Churchill se disent « Ok, c'est la merde, si Pétain capitule devant les Allemands, on est vraiment foutu », et conviennent d'une prise de parole le 18 juin, non sans surmonter les réticences de certains membres de son cabinet qui ne veulent pas contrarier les négociations de Pétain. Le 18 juin, De Gaulle prépare son discours avec l'aide d'Elisabeth de Miribel. Le texte subit des modifications imposées par le gouvernement britannique pour éviter des accusations directes de trahison envers Pétain. De Gaulle prononce finalement son discours à 18h sur les ondes de la BBC, appelant à poursuivre le combat qui marquera le début de la résistance française. Alors, c'est beau tout ça, mais est-ce que vous saviez que du coup l'audio qu'on nous passait en histoire de l'appel du 18 juin, c'est pas l'appel du 18 juin, c'est pas l'original, tout simplement parce que l'original, il a jamais été enregistré. Au moment de la diffusion, peu de personnes en entendent parler, ça passe relativement inaperçu. C'est que le lendemain, quand le Times et le Daily Express diffusent la version écrite, et que cette version s'est retrouvée à se balader en France, qu'elle aura l'impact que l'on connaît aujourd'hui. Et l'enregistrement, c'est celui du 22 juin, du coup, jour de l'armistice, avec un texte très similaire, mais quand même différent. Et pour le coup, lui, à moins d'avoir une machine à voyager dans le temps et d'aller enregistrer nous-mêmes, il y a zéro chance de le retrouver. En 1940, des enregistreurs, ça courait pas les rues. Angleterre, France, 3-0. Non, je reparlerai pas de foot dans cet iceberg. Half-Life Return to Ravenholm. Reparlons de boîtes de jeux vidéo françaises, et cette fois-ci d'Arkane Studio. Arkane Studio, c'est un développeur de jeux vidéo français, fondé en 1999 à Lyon par Raphaël Colantonio. Ils sont surtout connus pour leurs jeux axés sur la liberté d'exploration, l'immersion et les systèmes complexes de gameplay. Ils ont à travers le temps acquis une solide réputation grâce à des jeux comme Dishonored, Prey et Deathloop, qui mettent en avant des mécaniques de furtivité, des mondes ouverts et des choix influençant l'histoire. Et cette boîte, en 2006, elle se voit confier un projet assez important sur un jeu qui est assez populaire à ce moment-là,
Half-Life. Dans ce jeu, on contrôle un mec qui s'appelle Gordon Freeman, rien à voir avec Morgan Freeman. On est en fait un scientifique travaillant dans un complexe de recherche de Black Mesa. Lors d'une expérience qui tourne mal, un portail vers une dimension extraterrestre appelée Xen s'ouvre, libérant des monstres tout méchants pas beaux. Le complexe est rapidement envahi par ces créatures, le joueur doit survivre, affronter les créatures extraterrestres et les forces militaires envoyées pour couvrir l'incident. Bref, c'est un sacré bordel. Le jeu est tellement apprécié à ce moment-là que les types de chez Valve pondent 2 extensions pour continuer l'histoire, Opposing Force et Blue Shift. Le jeu aura une suite qui sortira en 2004 qui s'appelle, attention, Half-Life 2, et avec lui aussi 2 extensions très appréciées. En 2006 donc, t'as Arkane qui se voit confier le projet de créer un spin-off. Ça consiste, si tu veux, à faire revenir le personnage d'Adrian Shepard, un marine vu dans Half-Life Opposing Force, dans un nouvel épisode centré sur la ville européenne infestée de zombies, Ravenholm. Cet épisode, il devait se situer après les événements de Half-Life 2, mais avant la fin de Half-Life 2 épisode 2. Mais si on parle de Half-Life 2 épisode 1 et 2 et pas de Half-Life Return to Ravenholm, c'est pour une simple et bonne raison que le projet n'a jamais vu le jour. Mais cependant, on a énormément d'infos qui subsistent sur ce jeu. Comment c'est possible? En 2001, des petits malins réussissent à rentrer dans les serveurs d'Eidos et choper pas mal d'informations sur les jeux sortis, mais aussi sur les jeux annulés. Ce jeu, conçu avec le moteur Source, a longtemps été caché volontairement par Valve, qui plus tard avoueront que le jeu avait été annulé en raison de contraintes créatives et du sentiment que l'univers de Ravenholm avait déjà été suffisamment exploré. En 2012, Mark Laidlaw, un scénariste clé de chez Valve, a confirmé qu'Arkane travaillait bien sur cet épisode, mais que Valve avait décidé de l'abandonner car il ne pouvait pas faire avancer l'histoire au-delà de Half-Life 2 épisode 2. Bien qu'Arkane ait créé du contenu prometteur, les limitations du cadre et de la narration étaient trop contraignantes, du coup ils avaient bien le seum. En 2020, la chaîne YouTube NoClip a publié un documentaire intitulé The Untold History of Arkane Studios, fournissant des informations détaillées sur divers projets de chez Arkane, y compris Ravenholm. Puis en 2022, la même chaîne partagera 1 heure de séquence de gameplay de ce jeu annulé, offrant un aperçu rare de ce qu'aurait pu être Return to Ravenholm. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller faire un tour. Léa et Gaspard. Léa et Gaspard, c'est une autre de ces séries d'animation franco-canadiennes qui a été considérée comme Lost pendant des années, avec peu de chances de les retrouver un jour. Composée de 26 épisodes, chacune d'une durée de 5 minutes, elle a été diffusée pour la première fois sur la chaîne Canal+ en France en 1993. Zoé, une fille sportive obsédée par la santé, et Gaspard, un garçon plus jeune et gourmand. Chaque épisode parodie un conte de fées et une histoire mythique, tout en promouvant l'idée de bien manger. C'est un peu l'équivalent des Sonic va vous parler et des informations d'intérêt généraux de Inspecteur Gadget, tu vois. Et comme la plupart des histoires de dessins animés perdus, le plot twist, il est bien ridicule. En 2016, un random de YouTube du nom de Ryan Vaux poste l'intégralité de la série en français. En ce qui concerne le dub anglais, on sait que la série a été diffusée au Canada sur Unis TV et doublée en anglais. Elle a aussi été diffusée sur TV Ontario dans le bloc pour enfants TVO Kids, The Crawl Space, ainsi que sur la CBC au début des années 2000. Seuls quelques épisodes doublés en anglais sont disponibles en ligne, notamment Ogres Ain't What They Used to Be, The Nose Nose et Huff and Puff and Stuff, qui sont accessibles sur YouTube. Des extraits de Manque de bol et l'épisode complet Charlenstein sont également disponibles sur la chaîne YouTube Ciné Groupe Catalogue. Téléchat, doublage anglais et espagnol. Ah, Téléchat, encore une série que j'ai pas connue parce que elle est sortie en 83, hein, ma mère avait littéralement 1 an. Mais grâce à Jour du Grenier, j'ai pu découvrir ce produit culturel extrêmement étrange qui m'aura probablement donné des cauchemars si je l'avais vu en étant jeune. Alors Téléchat, pour ceux qui connaissent pas, c'était une sorte de série parodiant les journaux télévisés avec des marionnettes d'animaux anthropomorphisés, un truc de furie quoi. Je déconne s'il vous plaît, me haïssez pas s'il vous plaît. Il y avait pas mal de sketchs humoristiques et des interviews, les personnages principaux Jean-Michel et Mimi interagissaient avec des invités fictifs et réalisaient des parodies de l'actualité et de la culture populaire. Il y avait aussi le légendaire Leguneman, mais ça on va pas en parler. De la terre, le soleil, les tombeurs. Et cette série, en version française, elle existe encore bel et bien, hein, elle est pas perdue, genre là vous pouvez aller sur le Bon Coin et vous acheter la trilogie DVD de Téléchat pour un max de plaisir, mais il est pas là le problème. Le problème c'est pour les autres langues, notamment l'anglais et l'espagnol. Télécat, le nom anglais pour Téléchat, il a été diffusé au Royaume-Uni sur The Children's Channel et aux États-Unis sur Disney Channel. Putain, les frérots, ils ont dû croire que les Français fumaient de la sacrée bonne moquette pour nous pondre un truc pareil. Rien de spécial à dire sur ce dub, juste les quelques adaptations de traduction de certaines blagues pas franchement traduisibles en anglais, comme le chalut du chat qui devient Hi Kids et le chalut à demain si on veut bien, remplacé par un classique Bye Kids, see you here another day. Et pour le coup, en ayant bien cherché, il semblerait qu'il n'existe qu'un seul épisode sauvegardé du dub anglais, hein, le voici. And I'm joined by the beautiful Lola, and as you'll know, my long-necked friend, as we say in the television industry,
The show must go on. Hello, Ravioli. Téléchat, il a aussi été doublé du coup en espagnol sur une chaîne qui s'appelle TVE dans l'émission pour enfants El Kiosco. Mais pour le coup, j'ai pas trouvé plus d'informations, donc on enchaîne. On dirait une tête de fœtus écrasée. Virgule. Virgule, c'est une série d'animation française diffusée pour la première fois en 1988, produite par Canal+, et créée par Franco Milia. La série compte 156 épisodes d'1 minute chacun, souvent utilisés comme remplissage entre d'autres émissions. Elle suit les aventures d'un bébé nommé Virgule qui sort de son berceau chaque nuit pour explorer, généralement accompagné d'une petite fille, son love interest et de leur chat. Et ouais, le bébé, il a déjà une meuf et un chat, et toi, t'as quoi, hein? Voilà. Les épisodes ne contiennent pas de dialogue, seulement des gazouillages et autres agougou gaga des deux bébés, à l'exception de la mère de Virgule, qui l'appelle à la fin pour qu'il retourne dans son berceau. Dans les années 1990, les épisodes ont été inclus dans des cassettes VHS destinées aux enfants, comme notamment des cassettes de Moi Renard, mais beaucoup de ces cassettes sont devenues assez rares. 23 épisodes de Virgule sont actuellement disponibles sur YouTube, et certains ont été diffusés en Iran, accessibles sur le site Téléwebion. Les épisodes n'ont pas de titre, et les uploaders nomment généralement les vidéos en fonction de leur thème principal. Les uploads supplémentaires ont été réalisés en 2016 par un utilisateur de YouTube. Zap Zapper. Zap Zapper, c'était une émission pour enfants diffusée sur TF1 le dimanche matin, de 9h à 10h, du 11 janvier au 30 août 1987. Créé par Christophe Izard, connu pour ses émissions de marionnettes des années 70 à 80, c'est lui qui a notamment lancé le personnage de Casimir dans L'île aux enfants. On suit ce chien anthropomorphe un peu creepy nommé Zapper, dont le nom est une référence assez claire au verbe zapper. Il porte des pyjamas verts et est souvent affalé dans son fauteuil, zappant les chaînes de la télévision, jusque-là normal. Chaque fois, il s'arrête sur une chaîne, l'émission bascule soit vers un épisode de dessin animé, soit vers un sketch avec des acteurs en direct, parodiant des télévisions grand public. Les segments ne durent généralement pas plus de 10 minutes en raison de l'attention limitée de Zapper, qui reste toujours plus élevée que les iPad Kids d'aujourd'hui. Zapper vit avec un chat anthropomorphe nommé Gridby, qui l'embête souvent en volant sa nourriture ou en le forçant à changer de chaîne, mais il reste trop paresseux pour agir davantage. L'émission se termine généralement par l'explosion en fumée de la télévision de Zapper à cause de son zapping excessif. C'est un truc qui peut vraiment arriver, faites attention. Plusieurs magazines ont promu Zap Zapper à travers le temps, présentant des photos des marionnettes. Le créateur Christophe Izard a été inspiré par l'habitude des enfants de zapper les chaînes. Il a décidé de créer un personnage qui le ferait pour eux, s'inspirant son propre chien, Tarzan. Bien que l'émission ait ses fans qui en gardent de très bons souvenirs, il reste l'une des émissions pour enfants les plus oubliées des années 80 en France. Dites-vous, jusqu'en 2018, aucune séquence n'avait refait surface sur internet. Des utilisateurs de forums ont mentionné avoir des enregistrements VHS, mais rien n'avait jamais été rendu public. De février 2018, la chaîne YouTube Youpila 5 Animations, dédiée à la télévision vintage pour enfants, a mis en ligne une courte publicité de TF1 mettant en scène Zapper, permettant enfin d'entendre sa voix. Cependant, la chaîne a depuis supprimé toutes ses vidéos originales, probablement en raison de problèmes de droits d'auteur. L'héritage de Christophe Izard en tant que créateur d'émissions populaires a peut-être joué contre cette émission, qui ne pouvait pas rivaliser avec ses autres succès. De plus, le concept branché de l'émission n'a pas forcément séduit les anciens fans et a mal vieilli. L'émission a été rapidement suivie par le Club Dorothée, qui est devenu l'un des blogs d'émissions pour enfants les plus populaires, éclipsant davantage Zap Zapper. Aujourd'hui, le seul contenu qui a réapparu, c'est le générique de l'émission, qui a été vendu sur un disque, et une courte publicité télévisée. Pour moi, Zapper, le roi du zapping, il n'y en a qu'une. Rayman's Training. Ubisoft, Michel Ancel, Rayman, c'est reparti. Lors du développement de Rayman 2 The Great Escape, un court-métrage animé intitulé Rayman's Training a été créé, mais il est maintenant perdu. Certains clips de ce film ont été utilisés dans des publicités pour divers jeux Rayman, montrant Rayman dans différentes situations. En 2021, des recherches ont révélé une liste de courts-métrages sur le site de l'INA, indiquant qu'il avait été présenté au festival Imagina en 1998. Cependant, aucune vidéo n'est disponible et les tentatives de contact avec l'INA pour plus de détails n'ont pas abouti. Tiens, une page du portfolio de Faravox, un studio de production audio, a confirmé que ces clips proviennent bien du court-métrage, mais sans fournir de synopsis. Mais attendez, le 12 mars 2022, le court-métrage Rayman's Training a été retrouvé dans les fichiers d'un prototype PS2 de, tenez-vous bien, Beyond Good and Evil. Bien qu'il soit de très mauvaise qualité et sans audio, il contient des scènes dans une forêt, et il est également 1 minute plus court de ce qui est indiqué sur le site de l'INA, suggérant qu'il pourrait exister une version avec des scènes supplémentaires vues dans le matériel promotionnel. Homer est le fils de l'étoile. Homer est le fils de l'étoile, ou Homer and the Star Child en anglais, c'est une série animée française de science-fiction fantasy qui a débuté sur Canal+ en 1992 avant de passer sur TF1 l'année suivante. Elle suit Homer, un ver de terre sensible vivant sous le règne de monstres tyranniques qui espère l'arrivée d'un sauveur venu
des étoiles, incarné par le fils de l'étoile, et ce poster me met extrêmement mal à l'aise. Un doublage anglais a été réalisé en Israël vers 94 et diffusé sur Cartoon Network UK entre 97 et 98, mais il n'a pas réapparu depuis, et je vais vous spoiler direct, le dub français est complètement perdu. Enfin, à l'exception de l'intro du premier épisode. Les épisodes accessibles en ligne sont principalement en russe ou en polonais, et une VHS existe, mais est très rare. En 2013, un extrait de l'intro du doublage anglais a été mis en ligne, suivi en 2014 par la version complète, qui s'est révélée être une version à tonalité plus basse et non celle avec des chanteurs différents, supposés complets. Des épisodes en russe et polonais ont émergé au fil des ans, mais aucun ne couvre l'intégralité de la série. Une vidéo musicale réalisée par des fans présente des extraits des épisodes perdus aussi. Enfin bref, c'est un sacré bordel, il y en a dans tous les sens. Il est théorisé que certains doublages, y compris le russe, pourraient contenir des éléments audio en anglais en raison de techniques de doublage. Cependant, les vidéos disponibles ne montrent pas d'audio anglais. Toutes les vidéos en ligne, même les originales en français, portent des titres et crédits en anglais. Le 19 mai 2022, un utilisateur nommé Festuca a téléchargé un épisode complet du doublage anglais Claptrap City, confirmant que le thème d'ouverture utilisé est effectivement la version à tonalité plus basse, et depuis, on n'a pas de plus de nouvelles. Le doublage de Homer et le fils de l'étoile a été réalisé par Mega Entertainment en Israël et a servi de base à d'autres doublages étrangers comme en polonais ou en russe. Mega Entertainment a également produit un doublage en hébreu avec le même casting vocal. C'est un truc de ouf, la série elle a été doublée dans toutes les langues possibles et imaginables, même le simlish, et il y a aucune trace, aucune archive, je comprends pas. Merlin. En 2019, des fragments de manuscrits médiévaux sont retrouvés au pif à l'université de Bristol. On y apprend dans ces documents une partie de l'histoire de Merlin, célèbre personnage de la légende arthurienne, que des scientifiques se sont empressés d'analyser. Les manuscrits auraient été écrits en France entre 1250 et 1275, donc ça remonte un peu, avant de gagner l'Angleterre. À ce moment-là, t'as un type du nom de Michael Richardson qui découvre ces fragments de parchemin random dans une collection de la bibliothèque centrale de Bristol, collés aux reliures d'un ouvrage français du XVe siècle. Intrigué par des noms liés à la légende du roi Arthur, il consulte le professeur Lee Tether, qui confirmera que ces fragments évoquent effectivement la légende arthurienne, notamment le personnage de Merlin. Les fragments découverts à Bristol contiennent un passage d'œuvres en prose française du cycle de Lancelot Graal, daté du début du XIIIe siècle. Ces textes ont en partie inspiré La mort d'Arthur de Thomas Malory, une œuvre emblématique de la légende arthurienne écrite au XVe siècle. Les analyses récentes montrent aussi que le manuscrit des fragments a probablement été rédigé entre 1250 et 1275 du coup, dans le nord de la France, peu après les premières sections du cycle de Lancelot Graal, notamment celle de Merlin. Ça souligne l'importance de dater ce manuscrit car il s'agit probablement d'un des plus vieux connus à ce jour. Mais du coup, comment ces fragments se sont retrouvés dans une collection random d'une école en Angleterre? Il y a une théorie assez simple, les fragments retrouvés collés au volume du XVe siècle étaient probablement considérés comme des déchets et réutilisés pour la reliure de l'ouvrage conservé à Bristol, datant d'avant 1520. Avec l'émergence de nouvelles versions anglaises de la légende arthurienne, ce manuscrit a pu perdre un peu de son importance. Tobias Matthew, archevêque de York, qui a cofondé le Bristol Public Library et a légué de nombreux livres, est suspecté d'avoir permis l'arrivée de cet ouvrage à Bristol. Malgré la dégradation des fragments, l'équipe de recherche a réussi à explorer les inscriptions et à traduire le texte en anglais, découvrant des différences subtiles mais significatives de narration par rapport aux versions plus modernes. Des différences allant d'ajout de détails concernant la scène où Merlin attribue les rôles dans les forces d'Arthur, avec des personnages différents de ceux généralement cités, à des interprétations distinctes comme une rencontre entre Merlin et Viviane moins dramatique ou une description moins précise de la blessure du roi Clodas. Malgré leur état fragmentaire, les chercheurs ont pu lire une séquence continue relatant une bataille entre Arthur, Gauvin, Merlin et le roi Clodas, avec des personnages tels que les rois Ban, Bohort et la reine Hélène. Ces découvertes sont considérées comme prometteuses pour la compréhension moderne de la légende arthurienne et pourraient encourager l'étude d'autres manuscrits médiévaux encore inconnus. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Clodo. Clodo, c'est un film français réalisé par un mec qui s'appelle Georges Clerc en 1970, mais qui verra finalement le jour que 5 ans plus tard, suite au rachat de ce film par une autre entreprise. Et là, faut que je vous raconte un petit peu. Dans le film Clodo, on suit un chien de Montmartre qui se fait abandonner par ses maîtres, voilà, histoire classique. Et là, je pense qu'il est temps pour moi de vous donner le nom que la société qui a racheté le film a donné à ce film, du coup. Clodo et les Vicieuses. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Initialement tourné en 1970, le film a été racheté et transformé en 1975 en une comédie graphique intitulée Clodo et les Vicieuses, ajoutant des séquences de cul à des moments complètement random et devenant un des étendards du film porn
graphique nanardex des années 70. Et j'espère que Mister JD fera une vidéo là-dessus, parce que franchement, le film a l'air super drôle. Ce film, ainsi que du coup le film Clodo d'origine, marque la dernière apparition de Bourvil au cinéma, qui a tourné sa scène peu avant sa mort, malade d'un cancer, nécessitant le doublage de ses répliques par Georges Clerc. Hugo Délire. Hugo Délire, c'est un youtubeur divertissement de 515 000 abonnés, et je crois que je me trompe de script. Hugo Délire, c'était un jeu télévisé interactif, dérivé d'une série danoise et animé par une meuf, Karen Cheryl, diffusé entre 92 et 94 sur FR3 à l'époque. Le personnage d'Hugo en lui-même est devenu une sorte d'icône avec un jeu sur Commodore Amiga notamment. L'émission était diffusée quotidiennement à 20h05, un téléspectateur contrôlait Hugo via son clavier téléphonique pour le faire naviguer à travers des mini-jeux. Ces jeux impliquaient de récupérer des sacs d'or tout en évitant divers obstacles. Parmi les mini-jeux figuraient des parcours en train, en avion, dans une mine ou en montagne, avec des ajouts ultérieurs comme des aventures en forêt et sous la mer. Lors de sa seconde année, le programme a été renommé Les Délires d'Hugo, diffusé hebdomadairement le mercredi après-midi à partir de septembre 93. L'émission était alors enregistrée en public à Toulouse et durait 1 heure. Et ce qui est absolument trop choupi, c'est de lire les souvenirs de certains participants, maintenant adultes, racontés à l'époque quand ils ont participé à cette émission, et que pendant un court instant, ils ont été mis sur le devant de la scène et que c'était des vrais stars. Bonjour, j'avais participé à cette émission lorsque j'étais enfant et je devais avoir genre 7-8 ans. Mes parents n'étant plus là, je ne pourrais pas vous dire la date exacte, il me semble que c'était en 93. Savez-vous, est-ce que je pourrais me procurer l'enregistrement? Merci. Souvenir d'enfance où j'ai participé en direct sur le plateau de France 3 avec comme invité Christophe Ripper. Le lendemain à l'école, j'étais une star. En 1996, je me rappelle que j'avais assisté par phone à l'émission et il y avait Indra comme invité. Et j'avais participé au jeu et je me suis éclatée. Enfin tout ça, c'est du passé, quel dommage. Je suis amoureux de Karen Cheryl. Cette émission, bien qu'il existe des archives, elle reste en partie incomplète et c'est normal. Le truc a été diffusé relativement longtemps avec des doublages et des diffusions dans une quarantaine de pays et réussir à tout retrouver dans toutes les langues, c'est quasiment impossible. Mais ce qui est sûr, c'est que le souvenir nostalgique restera à tout jamais gravé dans la mémoire des gens et surtout des chanceux qui ont pu y participer à l'époque. Salut les Toons! Salut les Toons, c'est une émission jeunesse diffusée sur TF1 du 3 septembre 96 au 1er septembre 2003, et pour le coup, ça doit probablement parler à plusieurs d'entre vous. Réalisée par le studio Sparks, tu sais, c'est les mêmes qui ont fait Yuri the Spaceman, elle a proposé des séries d'animation comme Calimero et Dink le petit dinosaure notamment, mais t'avais aussi Pif et Hercule, Spider-Man, La légende du Croc blanc et Pingu. Ce truc m'a traumatisé, putain. Initialement diffusé en parallèle du Club Dorothée et succédant à Tous Pipe, il a ensuite intégré TF Jeunesse en 1997 et a permis à TF1 de renouveler les programmes pour jeunes en se recentrant sur les dessins animés européens, notamment les dessins animés tout droit sortis de l'Amérique et des productions purement françaises, qui étaient loin d'être majoritaires quelques années auparavant, mais pour bien comprendre ça, il faut qu'on revienne un peu en arrière, dans les années 80-90. Dans les années 80, demandez à n'importe quel gosse, il vous dira que l'émission à ne pas louper, c'était le Club Dorothée. Dirigé par Dorothée et sa bande, une émission jeunesse née en 87 des suites de la création d'un nouveau réseau privé, TF1. Cette émission, elle a non seulement bercé l'enfance d'énormément de gosses de cette génération, mais elle a aussi apporté une vague considérable d'animation japonaise vers notre beau pays, permettant aux jeunes français de découvrir Dragon Ball, Juliette je t'aime ou encore Ken le survivant. Faut savoir à ce moment-là, 90% des programmes et dessins animés qui passaient à la télé, c'était de la japanimation, et ça a pas trop plu au gouvernement et surtout à une meuf en particulier. En 89, il y a une petite polémique parce que t'as à ce moment-là une série qui est très populaire qui s'appelle Ken le survivant, qui se fait épingler par le CSA pour ses nombreuses scènes sanglantes, et c'est à ce moment-là que notre new challenger arrive, Ségolène Royal. Avec la publication de son livre Le ras-le-bol des bébés zappeurs, elle a entamé une campagne hyper agressive, affirmant que le dessin animé japonais était un art inférieur, truffé de stupidité, de violence, et qu'il y avait une influence terrible sur nos chers bambins, tout petits, tout innocents. Un groupe de psychologues est engagé par AB Productions pour adapter la série au jeune public occidental en y intégrant des coupes psy et des modifications plus légères. Ces ajustements altèrent les scénarios des épisodes, dénaturant la série, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette VF incroyable. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. Le CSA mettra des coups de pression plusieurs fois au Club Dorothée. En 1990, ils interviennent sur la série Muscleman pour une histoire de symbole nazi. En 91, c'est Dragon Ball qui prend pour une scène violente, ce qui conduira carrément à l'arrêt de diffusion de l'animé, car ne rentrant plus dans les signalétiques jeunesse ordonnées par le CSA. En 93, c'est au tour de Très Cher Frère pour ses sujets sensibles et ses ambiguïtés sexuelles. Mélangé à tout ça, il y a les plaintes des consommateurs aussi, et surtout des parents. On évoque la censure systématique, les doublages faits à la rage, et des programmations sauvages des séries, et de trop grosses coupures pub. On parlait déjà de japonaiserie, qui juge les animés niais ou trop violents. Donc autant vous dire que l'ambiance à l'époque, elle était pas au top, et à force de marteler ça, qu'est-ce qui se passe les parents à votre avis? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ouais.
Ils ont peut-être raison. Son livre là, Ségolène Royal, c'est fou, il a déclenché une panique morale à l'échelle nationale qui a amené en 90 à la création d'une loi de quotas de diffusion européenne, forçant toutes les chaînes de diffusion jeunesse à respecter des quotas à ne pas dépasser concernant la diffusion de séries étrangères. Et bien évidemment, quand je dis étrangères, c'est le Japon que je vise. Salut les Toons s'inscrit quelques années après tout le bourbier que ça a été. Il a permis à TF1 de renouveler les programmes pour enfants en privilégiant les dessins animés européens, ou du moins occidentaux. L'émission Salut les Toons, parce que oui, c'est de ça qu'on parle à la base, était diffusée du lundi au vendredi de 7h10 à 8h30, et en 97, il récupère la case du samedi tôt matin, en remplacement du Club Dorothée du coup. En ce qui concerne les médias autour de Salut les Toons, bah on n'a pas grand chose malheureusement. Le générique existe, hein, il est dispo sur YouTube, et sinon c'est surtout des courts extraits des souris un peu à droite à gauche, on n'est pas plus avancé que ça quoi. Et pour le coup, celui-là, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir plus de nouvelles. Jordan 9320. Alors, celui-là, il me fume de rire. On va parler de politique et d'un truc assez récent en plus. Jordan Bardella, c'est un homme politique français, né le 13 septembre 1995 à Drancy. Il est membre du parti d'extrême droite le Rassemblement National, anciennement appelé Front National, fondé par Jean-Marie Le Pen et dirigé ensuite par Marine Le Pen. Je pense que vous voyez un peu tout ce qu'il sait. C'est l'équivalent de Gargamel dans le monde des Schtroumpfs. Bardella s'est rapidement fait connaître au sein du RN, il a été élu député européen en 2019 et est devenu l'un des principaux visages du parti. En 2021, il a été nommé président par intérim du Rassemblement National, succédant à Marine Le Pen lorsque celle-ci s'est concentrée sur sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Et en juillet de cette année, beaucoup de Français ont senti une goutte de sueur leur monter un peu au crâne quand ce mec a commencé à s'imposer dans le visage des élections législatives, beaucoup craignant à l'arrivée sournoise de l'extrême droite au gouvernement. Et à ce moment-là, il y a pas mal de petits malins qui se sont dit on va enquêter. Actif sur le forum jeuxvideo.com, il fréquentait la section blabla 1825. Ça veut dire que dans le lore de la politique française, t'as ce mec-là qui ne trouve pas de problème à défendre le burkini plutôt que de parler de pouvoir d'achat, qui crée ses meilleurs topics sur le même forum que ce mec-là. Cette découverte, elle a lancé une campagne assez conséquente pour retrouver ses activités en ligne, et autant vous dire que les trouvailles furent goldées. Inscrit en 2010 à l'âge de 15 ans, il a posté principalement sur les jeux vidéo avec quelques prises de position politiques, dont une critique de Martine Aubry, tout on s'en fout. Après la publication d'un article par Le Monde, un sujet est ouvert sur le forum, générant 3500 messages en une journée, certains internautes se montrant fiers de son appartenance au forum, tandis que d'autres se moquant de ses anciennes publications. Cependant, ces messages disparaissent rapidement, ce qui soulève des soupçons sur une intervention de la modération du site ou de Bardella lui-même pour effacer son passé numérique. Et le saviez-vous, Bardella avait aussi une chaîne gaming. Un pseudonyme révélé par Le Monde a déclenché une enquête en ligne visant à retracer le passé numérique de Jordan Bardella sous le pseudonyme Jordan 9320, une référence à son code postal à Drancy. Bardella a tenté en 2012 de devenir youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo comme Call of Duty et Pro Evolution Soccer. C'est pas une putain de blague, avec 3000 abonnés hein, quand même, c'est pas dégueu, hein, un bon chiffre pour l'époque. Ses vidéos étaient centrées sur Call of Duty la plupart du temps, même après avoir supprimé sa chaîne, des types ont retrouvé et republié certaines de ses vidéos. Ils ont également découvert sa chaîne secondaire Actu Critique HD où il abordait des sujets plus sérieux. Sa vidéo Les salaires YouTube levons enfin le voile avait attiré l'attention de personnalités comme Gotaga qui avait échangé avec lui à ce moment-là sur Twitter. Oui, on vit dans cette timeline. Le 3 juin 2024, un message publié sur le compte X de Jordan 9320 indique qu'il ne fait plus de vidéos mais se consacre désormais à la politique. Cet intérêt pour son passé a conduit à une hausse d'abonnements sur sa chaîne YouTube, visible sur Social Blade depuis les révélations du Monde. Vous allez me dire, oui bon, enfin c'est juste la vie en ligne d'un ado quoi, mais le fait que ce mec-là devienne le porte-étendard du parti le plus controversé de France, bah, je trouve ça plutôt marrant. Le manège enchanté. Le Manège Enchanté, c'est une de mes petites madeleines de Proust à moi. Il y a eu deux grandes adaptations du Manège Enchanté, hein, l'un datant de 64 et diffusé jusqu'en 95 entièrement en stop motion, et une autre diffusée en 2006 en 3D. Personnellement, c'est celle-là que j'ai connue, mais pour l'histoire, on va s'intéresser à la première itération. Le Manège Enchanté, c'est l'histoire d'animaux un peu goofy qui vivent dans un grand jardin avec un manège trop stylé au milieu. Chaque épisode d'environ 5 minutes présente une petite aventure quotidienne pleine de rebondissements. La version anglaise cependant diffère de la version française, car le narrateur britannique Eric Thompson a ignoré les scripts originaux et a créé son propre style, ce qui a rendu l'émission particulièrement populaire au Royaume-Uni. La série compte environ 600 épisodes en France, mais le nombre exact reste incertain. Dans les années 90-2000, la série a été diffusée sur Cartoon Network avec de nouveaux narrateurs comme Jimmy Hibbert, qui a réenregistré certains épisodes de Thompson. Quelques épisodes de Hibbert ont été retrouvés en ligne en 2023 notamment. La version française a également subi des modifications. Après l'annulation de la série par ORTF en 67, de nouveaux épisodes ont été produits au Royaume-Uni, dont certains ont été diffusés en France vers les années 70.
En 1983, une nouvelle chanson thème C'est moi Pollux a été introduite, et en 1990, des épisodes inédits ont été diffusés sur TF1 et la 5, avec un nouveau thème et une nouvelle bande-annonce sonore, suivie par la production de nouveaux épisodes en 93. Ces versions plus récentes sont aujourd'hui les plus connues, certaines étant disponibles en VHS ou sur YouTube. En France, des épisodes ont été publiés en VHS sous différents titres, notamment Le Manège Enchanté avec Pollux en 1987, et une collection de 15 épisodes en 94 par Polygram. Une grande partie de la version redoublée en 90 a été diffusée en 8 volumes VHS aussi, bien que quelques épisodes en noir et blanc aient été inclus en bonus sur le DVD du film CGI de 2005. Vous savez, le film extrêmement nul là. Ni la version anglaise ni la version française n'ont encore bénéficié d'une sortie en DVD, et c'est peu probable que ça arrive en raison des coûts élevés de numérisation et des restaurations des épisodes. Les droits complexes entourant la série auraient également compliqué la sortie de la série autour du lancement du film en 2005, parce que ouais, ça aussi c'est un sacré bordel. Encore aujourd'hui, il y a pas mal de fans de Lost Media qui sont à la recherche des épisodes du Manège Enchanté, donc peut-être qu'on aura plus d'updates plus tard. Photographie de Jacques Chirac pleurant. Quand on digue un peu dans l'iceberg, on tombe dans cette entrée un peu bizarre et un lien vers un article. Jacques Chirac, cette photo compromettante prise le soir de son élection que vous ne verrez jamais. Déjà, en plus de ressembler au titre d'une vidéo de Feldup, bah cet article il intrigue. C'est quoi cette vidéo de Jacques Chirac qui chiale? D'après l'article, la photographe Bettina Reims a capturé un moment de vulnérabilité de Jacques Chirac le soir de son élection à la présidence de 7 mai 95, alors qu'elle se trouvait seule avec lui dans son bureau. Chirac, les larmes aux yeux, en regardant l'annonce de sa victoire à la télévision, a été immortalisée dans une photo de Reims considérée comme probablement la plus belle qu'elle ait prise de lui. Cependant, cette photo reste secrète car Claude Chirac a demandé qu'elle ne soit jamais publiée afin de préserver l'image de force de son père, nouvellement élu président. Du coup, à la place, on a la photo de Jacques Chirac qui frôle dans le métro. L'un de l'autre, je pense pas qu'on puisse se plaindre. Daft Punk, Rollin' and Stretchin' Live, K-Club, Birmingham. Ok, on est en Big 97, on est en plein dans l'album Homework, et les Daft Punk, ils commencent doucement à se faire connaître. Ils lancent leur deuxième tournée live nommée Daft en Direct Tour, utilisant l'équipement de leur studio pour des sets en direct. Le 8 novembre 1997, ils ont joué au K-Club à Birmingham, et un extrait audio de 45 minutes de cette performance a été officiellement publié en 2001, cependant, aucune vidéo officielle n'a été diffusée. Philippe Martin, ancien directeur d'Arcos France, a partagé un extrait vidéo de 25 secondes montrant le système Vigie Arcos utilisé lors de cette tournée. Ce clip présente des visuels pour des morceaux non inclus dans Alive 1997 tels que Burnin', Fresh et Around the World notamment. Une autre vidéo du K-Club de 97 existait sous format réel média entre 1998 et 2005. Elle montrait une performance de Rollin' and Scratchin'. Ce fichier était disponible sur le site label.tm.fr qui proposait divers téléchargements liés à Daft Punk, mais la vidéo ne pouvait être regardée qu'avec Adobe Flash Player. Oh putain merde. Ces liens sont désormais inaccessibles et aucun backup n'existe. Phonotogramme d'Edouard Léon Scott de Martinville. Alors, dans le bol des trucs stylés que les Français ont inventés parce qu'on est des gros cracks, on a le phonotogramme d'Edouard Léon Scott de Martinville. Edouard Léon Scott de Martinville, c'est un inventeur né en 1817 et mort en 1879, et responsable de la création de ce magnifique machin qui est nul autre que le premier appareil capable d'enregistrer des ondes sonores. Bien que conçu uniquement pour enregistrer et non restituer le son, une équipe de chercheurs a en 2008 réussi à jouer certains de ces phonotogrammes. Ça a pu révéler les sons enregistrés les plus anciens de l'humanité, datant de près de 20 ans avant les expériences de Thomas Edison. Ça, c'est le premier enregistrement d'une voix humaine connue à ce jour, c'est tellement stylé. Certaines rumeurs prétendent que Scott aurait aussi enregistré la voix d'Abraham Lincoln dans les années 1860, ce qui en ferait le plus ancien enregistrement d'un président américain, mais les historiens doutent de cette allégation, probablement parce qu'il devait être trop occupé à chasser des vampires. De nombreux enregistrements de Scott demeurent encore inaccessibles ou indéchiffrables, mais les progrès technologiques pourraient bientôt permettre de découvrir ces trésors sonores historiques. Les tableaux d'Henri Cartier-Bresson détruits. Ok, alors là, on commence à rentrer dans des sujets un peu plus méconnus, mais surtout avec de moins en moins d'infos disponibles. Henri Cartier-Bresson, c'est un mec qui doit peut-être vous parler si vous avez fait des études dans l'art, ou plus précisément dans la photographie. Souvent considéré comme le père du photojournalisme moderne, il est particulièrement connu pour avoir capturé des moments décisifs, un concept qu'il a popularisé et qui fait référence à l'instant précis où tous les éléments visuels se mettent en place pour créer une image parfaite. Ça donne des photos où l'on peut capturer le mouvement et l'immortaliser. Son style est marqué par la spontanéité, la composition rigoureuse et l'observation subtile des événements du quotidien. Bref, c'est un mec qui pèse un peu dans le game, et ce qui lui est arrivé, c'est vraiment quelque chose de
honteux, vous allez comprendre. Dans les années 1890, l'État français a perdu ou détruit plusieurs centaines de tirages originaux d'Henri Cartier-Bresson donnés par lui-même. Ces photos réalisées pour des expositions, dont une en 55 au Louvre, elles étaient conservées dans des conditions de merde, entraînant des dégâts importants. En 1891, après un déménagement, l'État a proposé de détruire les photos endommagées avec l'accord d'Henri Cartier-Bresson, mais pourtant, certaines de ces images sont réapparues plus tard sur le marché noir, bizarre, vraiment très bizarre, suscitant des soupçons de récupération frauduleuse. Jusqu'aux années 1980, les photographies étaient souvent perçues comme de simples documents sans grande valeur artistique, mais ça avait quand même changé entre temps. Henri Cartier-Bresson avait donné plusieurs tirages à l'État, notamment pour des expositions en 1955 et en 1970, et bien que l'État ait reconnu ces photos comme des œuvres dans des arrêtés ministériels, ça a pas empêché leur destruction. Cette situation a conduit Cartier-Bresson à créer la fondation HCB pour préserver et diffuser son œuvre, plutôt que de le laisser davantage de ses travaux à l'État qui jugeait irresponsable dans la gestion de ses donations, non, sans blague. La fondation HCB et Martine Franck, la veuve du photographe, ont essayé d'obtenir des reconnaissances officielles des erreurs commises, mais l'État n'a pas admis sa responsabilité, affirmant que les photos étaient officiellement détruites. Ça choque qui, sérieux. En tout, c'est 551 photos qui ont été détruites ou perdues. C'est scandaleux. Surtout quand on sait que certaines de ces photos, apparemment, elles apparaissent un peu de manière complètement random au marché noir, donc à tout moment ça pète. Justice, Warner Music Korea, entretien. Reparlons de musique et d'un autre groupe que j'apprécie tout particulièrement, Justice. Justice, c'est un duo français de musique électro composé de Gaspard Auger et Xavier de Ronay. Ils sont principalement connus pour leur mélange de house, de disco, de rock et d'influence funk. Le duo s'est fait connaître avec leur album Cross en 2007. Vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est les mecs qui ont fait ça. Ça, ce truc-là, c'était le tube de l'été à l'époque. Et récemment, ils sont revenus avec Hyper Drama, un mélange de tout ce qui est bon dans l'univers du groupe. Des feats avec Tame Impala, non vraiment, c'est du bon poulet. Regardez-moi ce clip, putain, ce clip est tellement stylé. C'est sur le subreddit Justice Music que l'on en apprend davantage sur un lost media perdu depuis maintenant plusieurs années. Salut! Aujourd'hui, un ami m'a envoyé le lien d'une interview de Justice réalisée par Warner Music Korea, mais malheureusement, la vidéo sur YouTube est passée en privé. Ils m'ont gentiment demandé de vérifier sur Reddit si quelqu'un l'avait sauvegardé quelque part. Ce que j'ai fait. Ça serait génial si quelqu'un pouvait partager un lien Google Drive ou équivalent de l'interview. Mon ami apprécierait énormément, je suis également fan de Justice, donc ça nous serait bénéfique à tous les deux, et peut-être aussi à une partie de la communauté qui n'a pas pu le voir. Voici le lien original. Et bien sûr, quand on clique sur le lien, y'a rien. Il semblerait que la vidéo ait bel et bien été mise en privé, d'après un certain éditeur. Cette vidéo est passée en privé presque immédiatement après sa sortie. Si je me souviens bien, elle est restée publique environ un mois, peut-être un peu plus, avant d'être retirée sans explication. Je me souviens pas qu'elle ait eu beaucoup d'engagement par rapport aux autres vidéos sur la chaîne, donc j'imagine qu'elle a été mise de côté pour cette raison. Ce post-là date d'il y a 3 ans et toujours aucune avancée. Enfin, si, il y a un redditeur qui souligne qu'il existe des gifs de l'interview sur Tumblr et c'est tout ce qu'on a. Ouais, c'est pas ouf. D'autant plus que j'ai essayé de contacter Warner Music et Justice. Je me suis dit peut-être sur un malentendu ça passe, mais j'ai pas eu de réponse bien sûr. Moi je pense que ça doit être peut-être un problème de droit d'auteur ou justement d'engagement, hein, comme le dit le mec sur Reddit, donc peut-être que ça repopera un jour, on sait pas. Le big deal. Le Big Deal, c'est un jeu télévisé sur TF1 entre 1998 et 2004 et présenté par Vincent Lagaffe, que beaucoup de gens doivent connaître pour ça. 28 semaines au top 50 quand même, hein. Belle perfant. Cette série, elle a marqué l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elle présentait pour la première fois en télévision un personnage virtuel animé en temps réel. T'as fait avec la maîtresse? J'ai crié en classe. Qu'est-ce que t'as crié? Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Il fait suite à la déprogrammation de Tous en jeu, présentée par Nagui, et à ce moment-là, TF1, ils avaient bien besoin de remplacer cette tranche, et ça tombe bien car le Big Deal, c'est un énorme succès, plus de 6 millions de spectateurs quotidiens, et qui va durer pendant 6 ans et demi. Quand l'émission est progressivement décalée et arrêtée en 2004, elle subit ce que la plupart des séries télévisées subissent, peu de gens ont eu le réflexe d'enregistrer les épisodes sur cassette, et il n'existe pas de VHS à la vente des épisodes, genre comme on fait avec des films et des séries, tu vois. Cependant, là encore, aussi de manière complètement Deus Ex Machina, une chaîne du nom de Icon TV Jeux sur YouTube poste les premières émissions du Big Deal en 2023. Et le plus fou, c'est que le Big Deal, c'est pas fini. L'émission y fera son grand retour en 2025, vous pouvez même y participer, les candidatures sont ouvertes. Personnellement, je me suis inscrite. Bon. C'était pas mal dense les eaux claires. Maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir plonger encore un peu plus profondément. Bienvenue dans les eaux sombres.
Iceberg de Feldup. Ok, reparlons de Feldup une dernière fois, mais cette fois-ci, pas d'une de ses vidéos. Envy Jenkins, c'est un youtubeur, enfin, c'était un youtubeur spécialisé dans l'horreur, dans la même veine que Feldup, Un étrange voyage et ma chaîne apparemment. Je parle de lui au passé parce que oui, ce mec a disparu du paysage YouTube relativement du jour au lendemain. Enfin, perso, je me rappelle très bien d'avoir vu ses vidéos et quelques semaines plus tard, plus rien. Je sais que pendant un moment, il a réapparu sous le pseudo Dark Documentary, et aujourd'hui... Mais quand je vous dis plus rien, c'est vraiment... On n'a plus aucune trace de ce mec sur les réseaux sociaux, nulle part en fait. Il a vraiment aucun réseau social, à ma connaissance. Sur YouTube, il n'y a plus rien. Ce mec a tout simplement disparu. Et cette entrée de l'iceberg, elle met en valeur une vidéo en particulier, celle qu'il a fait avec l'aide de Feldup, l'iceberg de Feldup expliqué. Mais comment on fait si l'intégralité de ces vidéos ont disparu en fait? Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand je me suis penchée sur l'iceberg, j'avais fait un live. Au moment de cette entrée, j'avais directement pu accéder à la vidéo d'un mec qui s'appelle Mirkea Boss et qui avait ripost l'iceberg. On a pu y react ensemble et débattre autour des entrées et de se demander pourquoi ces vidéos avaient été supprimées, pourquoi Envy, il a disparu. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, Mirkea Boss s'est fait take down sa chaîne, peut-être pour droit d'auteur. Enfin, la vidéo elle est plus dispo quoi. Aucune chaîne n'a réupload la vidéo. Envy a complètement disparu, et la seule archive qui existe de cette vidéo, c'est mon react sur mon live de 4 heures. Non, en vrai, mon sauveur MMV a réussi à me retrouver un lien Webpack Machine qui fonctionne, donc juste gros flop. En ce qui concerne Envy, du coup, bah, j'ai vraiment pas réussi à trouver plus d'informations, donc on va enchaîner. Gojira, Sea Shepherd. La liberté, le thème de ce troisième plateau. Putain, y a pas à dire, ça pète quand même le style. Gojira, c'est un groupe de métal français originaire de Bayonne, formé en 96. Il est composé de 4 membres, Joé et Mario Duplantier, Christian Andreu et Jean-Michel Labadie. Le groupe, il s'est fait connaître à l'international par son style de métal progressif, qui combine des éléments de death metal, de groove metal et des influences atmosphériques, jusqu'à devenir l'un des groupes de métal les plus influents de la scène internationale. Leur album From Mars to Sirius en 2005 est souvent considéré comme un tournant majeur dans leur carrière, avec des morceaux comme Flying Waves notamment. Un autre album marquant aussi, on a Magma, qui a remporté de nombreux prix et a consolidé leur position dans le monde du métal. Mais si vous êtes un fan de genre, il y a peut-être un truc qui vous titille, c'est qu'entre 2005 et 2016, ils avaient un projet d'EP, en 2010 plus précisément, avec pas mal de feats plutôt stylés, et si on le voit pas dans leur discographie, c'est pour une bonne raison. En fait, il y a bien un son qui a pop en 2011, qui s'appelle Of Blood and Salt, avec Townsend. Ouais, ok, c'est cool, mais d'après les membres du groupe, le reste de l'EP, il a été perdu des suites de problèmes informatiques. Ouais. Une partie s'est perdue, une partie a besoin d'être reconstruite. Avant de sortir Magma, nous avons eu une réunion et avant de décider que c'était quelque chose que nous voulions publier avant l'album, mais la maison de disques préférait que nous le sortions après pour que cela n'interfère pas avec tout le reste. Après la sortie de l'album, il s'est avéré que nous étions tellement occupés que nous avions à peine le temps de vivre, il fallait répéter, il fallait se préparer pour la tournée, il y avait tellement d'interviews et d'obligations, puis la même chose s'est produite au moment de Fortitude. Il y a 3 autres chansons quelque part sur un disque dur qui attendent d'être publiées un jour. Maintenant, on est en 2024 et on n'a toujours pas de nouvelles, mais on peut quand même se consoler en disant que Duplantier a promis qu'il allait release le truc avant sa mort. Gouv HD vidéo. Gouv HD, c'est un youtubeur de 141 000 abonnés et dont la première activité date du 9 septembre 2020. Mais pour ceux qui connaissent Gouv HD depuis un peu plus longtemps, vous savez que c'est pas sa première chaîne. Sa première chaîne YouTube date en fait de 2015 et a eu une existence de 5 ans avant de se faire take down pour une raison assez obscure. En 2020, Gouv HD a supprimé ou mis en privé toutes ses vidéos liées à la nourriture et a transformé sa chaîne en un espace consacré aux sujets liés à la Russie. Et certains des viewers étaient ok avec le concept, d'autres ont pas trop bien compris la suppression du contenu qu'il avait rendu célèbre, mais ok. Plus tard, la même année, il a créé une nouvelle chaîne appelée Gouv 720p, qui deviendra Gouv HD après, ouais, c'est le bordel. Tandis que la chaîne originale a été renommée Pourquoi en Russie. Le premier qui fait une référence à Antoine Daniel, je lui supprime son arbre généalogique. Il a progressivement remis en ligne certaines de ses anciennes vidéos culinaires, mais beaucoup manquent encore, et certaines de celles réuploadées ont de nouveau été mises en privé. Lorsque on lui a legit demandé pourquoi il avait fait ce move assez étrange, il a esquivé la question, a laissé planer le mystère. Ouais, ok. En 2020, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a presque entièrement vidé sa chaîne Pourquoi en Russie, ne laissant que quelques vidéos sur la chute de l'URSS. Il n'a pas donné de signe de vie pendant des mois, ce qui a inquiété ses fans, mais il a fini par publier une vidéo sur la guerre, qui elle aussi a été supprimée. Aujourd'hui, le mec continue de poster, assez régulièrement d'ailleurs, il a repris son concept de parler au niveau des merch, des marques, etc. Mais
Qu'en est-il des vidéos supprimées? Bah en cherchant un peu, on tombe sur le subreddit LostMedia.fr avec ce post demandant des informations supplémentaires sur certaines des vidéos surtout liées à la Russie qui ont été mises en privé ou supprimées. Un utilisateur du nom de ICBlubbery5573 lui répond avec quelques pistes, notamment des liens Wayback Machine, le Lost Media Wiki et son mail, on sait jamais. Et là, t'as un mec qui a 4 mois, complètement au pif, il drop un lien en zip qui, une fois téléchargé, nous lâche 63 vidéos comme ça, normal. On a retrouvé notre champion. Bravo. Alors il y a encore un mystère qui plane autour de ces vidéos, la liste des vidéos perdues que l'on peut voir sur les Lost Media Wiki n'a pas l'air de correspondre avec les vidéos du dossier zip, ce qui signifierait qu'il resterait d'autres vidéos encore non trouvées. Affaire à suivre. Macho Drive It All. Alors dans le bol des trucs stylés qu'on a inventés parce qu'on est des gros cracks, on a... En novembre 1994, c'est le numéro 71 d'un magazine français de jeux vidéo, Génération 4, qui publie une publicité pleine page pour un jeu vidéo érotique de Real World Software, présenté comme le premier jeu érotique hard au monde. Le titre du jeu n'était pas encore précisé. En juillet 95, dans le numéro du magazine américain du nom de PC Gamer, une nouvelle publicité pleine page a promu à la fois Armaet, un autre jeu, et ce jeu érotique dont on connaît maintenant le nom, Macho Drive It All. Présenté comme le premier jeu érotique hard au monde, cette affirmation, elle est plutôt fausse quand on sait que des jeux érotiques, ça existait déjà depuis l'époque de l'Atari 2600. Bah ouais, les mecs, ils ont pas attendu le PC pour pouvoir se pougner sur des pixels. Les graphismes de Macho rappellent fortement ceux d'Armaet, The Lost Kingdom, un autre jeu d'aventure en point and click de la même société, et d'ailleurs les deux jeux étaient vendus ensemble ou séparément par commande postale. J'imagine même pas les parents qui sont pas trop regardants, qui s'y connaissent pas trop, tu vois, et qui passent commande chez eux. Malgré les avertissements sur l'âge légal pour acheter le jeu, aucune copie de Macho n'a été retrouvée à ce jour. Et ça fait chier, hein, moi j'aimerais bien qu'il réapparaisse ce jeu, comme ça JDG pourra faire une vidéo dessus et ça serait super drôle. Mon Dieu, je suis sale, c'est fini, moi je remballe. Et on reste sur les trucs salaces avec Fildrong durant un lab. Ok, histoire courte mais assez marrante. Le 1er janvier 2020, bonne année, Fildrong sort une vidéo qui s'appelle « Je fais le test de pureté ». Dans cette vidéo, on y apprend un peu plus sur Fildrong, surtout sur ses anecdotes plutôt personnelles, et vers la fin de la vidéo, il se passe ça. Alors oui, je vais même aller plus loin, j'ai déjà été en live pendant un acte sexuel, mais je ne vous en dirai pas plus. Oulala. L'information sera bien confirmée par lui-même 2 ans plus tard dans sa vidéo L'iceberg de la communauté salée partie 1. Admis lors du test de pureté que j'avais fait, je crois, il y a 2 ans et demi, un peu plus, et c'est une anecdote qui est rappelée par 41% de la communauté. En fait, il y a eu un live, je ne dirai pas quand et je ne dirai pas où, eh bien, ma copine de l'époque m'avait fait du coup une petite gâterie en live. Et du coup, effectivement, j'étais... Bien évidemment, cette vidéo est un Lost Media, et je pense qu'il le restera ad vitam aeternam. Et ce qui me fume, c'est d'avoir le décalage entre, genre, cette information qui est noyée au milieu de la nouvelle strat et de pourquoi Shenmue est un Pokémon complètement pété. Ça me fume. Yakari 1983. Yakari. Ah putain. Avant d'être le dessin animé qui a bercé et marqué énormément d'enfants, cette fois-ci de ma génération, c'était surtout le projet de 52 épisodes du studio d'animation Casterman, sorti en 83. Alors oui, c'est pas le même délire, on est en 83, et ça a quand même pris un sacré coup de vieux. Elle se base sur la bande dessinée du même nom parue en 69, écrite par un certain Job, et dessinée par un certain Derry. Dans ce dessin animé, on suit donc notre fameux Yakari, un indien d'Amérique, accompagné de son cheval. Mais Yakari, c'est pas un petit indien comme les autres, il a la faculté de communiquer avec tous les animaux, donc il lui a été transmis par son totem, Grand Aigle. Aujourd'hui, une grande partie de la série a été retrouvée, même disponible sur YouTube, même si quelques épisodes restent encore non trouvés. Enfin, ça c'est jusqu'à ce qu'un random sur YouTube poste l'intégralité des épisodes. Ren & Stimpy, doublage français. Alors celui-là, je vous dois un peu de contexte. Ren & Stimpy, c'est une série d'animation américaine diffusée entre 91 et 95 sur Nickelodeon. Elle met en scène Ren, un chihuahua bizarre, et Stimpy, un chat plutôt cool. La série, composée de 52 épisodes, a marqué l'animation télévisuelle avec son humour satirique. Elle a beaucoup été comparée à des séries comme Beavis et Butthead et South Park par exemple. Elle a cependant suscité des critiques pour sa violence et son caractère sexuel. Une version adulte Ren & Stimpy adulte partie cartoon a été brièvement diffusée en 2003. En France, la série est passée sur Canal+ dès 92 et sur d'autres chaînes par la suite. Et j'étais tombée sur cette série quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je sais plus trop comment. Et vraiment c'est vraiment bizarre. On dirait vraiment Happy True Fun, genre
C'est chelou. La production de la série commence donc en 89 et les premiers épisodes sont diffusés en août 91. Tout se passe bien, mais malgré les débuts prometteurs, des tensions apparaissent entre le créateur de la série, Kricfalusi, et Nickelodeon, notamment à cause de désaccords créatifs et de retard de production. En 92, Kricfalusi est renvoyé après un épisode controversé mettant en scène un père abusif. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur des moves. Games Animation, devenu plus tard Nickelodeon Animation Studio, prend alors le relais de la production. Les fans notent une baisse de qualité après le départ de Kricfalusi et la série s'achève en décembre 95. Un dernier épisode inédit est diffusé sur MTV en 1996, marquant ainsi la fin définitive de la série. Et du coup, la VF dans tout ça. On sait que Ren et Stimpy, il a été diffusé en France à partir du 21 août 1992 sur Canal+, remplaçant les Simpsons après la diffusion de la 3e saison. La série a été rediffusée sur Télétoon Plus en 2000 et sur Game One entre 2006 et 2008 aussi, mais elle a jamais été diffusée sur les chaînes hertziennes françaises en raison de son ton un peu voilà quoi. Cette absence de diffusion explique pourquoi le doublage français est aujourd'hui complètement introuvable. On sait de sources sûres qu'il a été réalisé par le studio Sophie, mettant en vedette les voix de Gérard Surrugue et Henri Guibet, ce dernier faisant ici ses débuts en tant que doubleur. Rex de Toy Story, c'est notamment J'ai juste l'impression d'être soporifique. Pierre Delune. La New Wave, c'est un genre musical apparu à la fin des années 1970 et qui a connu son apogée dans les années 1980. Issu du mouvement punk rock, la New Wave se distingue par son approche plus expérimentale, mélodique et l'incorporation de nouveaux instruments, en particulier les synthétiseurs, qui ont explosé à cette époque. Elle est souvent associée à une esthétique visuelle marquée et à une attitude artistique qui mêle modernité et avant-garde, avec des groupes emblématiques comme Depeche Mode, Talking Heads ou encore The Cure. D'ailleurs, ces derniers font aussi partie d'un autre genre aussi très influent de l'époque, le post-punk. Le post-punk, c'est un mouvement musical qui émerge à la fin des années 70, à la suite de l'explosion du punk rock, mais qui s'en distingue par une approche plus expérimentale et introspective. Quand le punk rock est caractérisé par son énergie brute, sa simplicité et ses paroles souvent revendicatrices, le post-punk se veut plus complexe, que ce soit au niveau des sonorités que des thématiques abordées. Il explore de nouveaux territoires musicaux, intégrant des influences variées comme l'art rock, la musique électronique, le funk, le dub ou encore le krautrock. Avec des groupes tout aussi emblématiques comme Joy Division et The Cure évidemment. Si je vous parle de post-punk et New Wave, c'est pour vous donner un peu de contexte. Le groupe dont on va parler s'inscrit dans cette mouvance des années 80 et malgré 2 musiques sauvegardées, le groupe reste encore hyper mystérieux. Alors, Pierre Delune, ce qu'on sait, c'est un groupe de New Wave et post-punk des années 80 originaire de Franche-Comté. Dans ce groupe, on a un claviériste, Laurent Seigneur, un guitariste Yael Brice-Walter, un batteur Pascal Rindel et un bassiste Arnaud Pierquin. On sait de sources sûres que ce groupe a participé à des concerts, plusieurs même, qu'ils apparaissent dans la base de données de certaines radios, donc on sait que leurs musiques ont été diffusées, ils sont même enregistrés auprès de la SACEM, c'est les types qui gèrent les droits d'auteur pour les créateurs de musique, de textes de chansons et d'autres œuvres musicales ou audiovisuelles, et on sait même qu'un album existe, mais aujourd'hui, en Big 2024, on n'a pas plus d'informations que ça. On sait que l'album produit par Pierre Delune a été enregistré et mixé à Besançon par un studio du nom de MVS, et les 2 seules musiques qui ont pu être sauvegardées, Requiem et Let's Go Die, ont été retrouvées dans une vieille compile obscure de 89 d'un label qui s'appelle Cabana Music in Hawaii. Du coup, y a qu'à contacter le label, ils doivent forcément avoir l'album ou même genre peut-être d'autres musiques. Adresse et numéro du label, 95 rue Roger François, 94 7000, Maison Alpha. Penses-tu que si on les appelle, ils pourraient retrouver l'album dans leurs archives? Comment as-tu retrouvé cette adresse? C'est celle de quoi? Parce que c'est très près de Paris, donc loin de Besançon. Par contre, par le plus grand des hasards, c'est à 20 minutes de chez moi. J'ai marqué le nom du label sur un site du nom de Discogs et il y avait cette adresse et le numéro. Ah, bien joué, mais ils ont été radiés depuis le 24/11/2023. J'essaierai d'appeler mardi, dimanche plus férié. Sauf si tu veux le faire, après tout, c'est toi qui as trouvé, mais a priori, ils sont fermés. Aïe. Là, on est sur le subreddit Lost Media FR, et la plupart, si ce n'est toutes les informations qui ont pu être trouvées sur le groupe, proviennent de ce post. Bonjour, j'écris ceci car j'aimerais retrouver un album ou au moins des titres d'un ancien groupe des années 80. J'ai pas mal d'infos sur le groupe, notamment grâce au fait que je suis le fils de la personne qui jouait le clavier dans le groupe. Voici les infos dont je dispose à l'heure actuelle. Le groupe s'appelait Pierre Delune, c'était un groupe français de Franche-Comté. Ils se sont déjà produits en concert plusieurs fois, je suis cependant incapable de vous dire où et quand. Certains de leurs morceaux ont déjà été diffusés à la radio à l'époque, mais encore une fois, je suis incapable de vous dire lesquels. Aujourd'hui, 2 morceaux du groupe sont trouvables sur YouTube dans la compilation In Hawaii, qui comprend le morceau Let's Go Die et Requiem. Cependant, je sais de par mon père qu'il en existe beaucoup d'autres. Aujourd'hui, j'aimerais retrouver ces morceaux pour faire plaisir à mon père qui n'en a gardé aucune trace, mais tout seul, je ne trouve rien. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, je viens donc ici demander votre aide et suis prêt à répondre aux questions que vous pourriez avoir, même si je doute de savoir autre chose d'utile. Merci à vous par avance. Plusieurs updates sont apportés, avec des avancées, mais surtout des gros stops, malgré l'aide des membres du groupe activement en contact avec l'original post-op. Mon père n'a aucun nom des autres titres, j'imagine. Est-ce qu'il a encore
les noms des artistes avec qui il a travaillé? Est-ce qu'il a déjà donné des disques ou cassettes audio, des titres aux gens de son entourage? Salut, merci de ton intérêt. Alors les deux compositeurs sont Laurent Seigneur, mon père, et Yael Brise-Walter, guitariste me semble-t-il. J'ai déjà regardé dans le répéteur de la SACEM car il y était enregistré en tant qu'auteur-compositeur, mais je n'ai rien trouvé. Il y avait deux autres artistes dans le groupe, Pascal Rindel et un certain Arthur, chanteur, dont je connais pas le nom de famille. Parmi les 3 personnes citées, aucun n'a gardé d'enregistrement malheureusement, je leur ai déjà demandé. Oui, c'est lui, mais navré si je n'ai pas été clair plus haut, mais les gens que je cite sont des gens que je connais et que j'ai déjà rencontrés. Je leur ai déjà posé les questions de vive voix et non, aucun d'entre eux n'ont gardé de traces malheureusement. Pas le chanteur Arthur, dont je connais pas le nom de famille, c'est celle qui a perdu contact avec le reste du groupe, je ne sais absolument rien de lui. Et là, on a un redditeur qui entre en jeu, Matt du 23, GG le pseudo. Bonjour. Recherchez-vous toujours ces chansons, cet album? Je pense que je pourrais vous aider. Bonjour, excusez-moi de mon manque de présence ces temps-ci, j'ai beaucoup de choses à gérer, mais oui, je suis toujours à la recherche de cet album, oui. Concernant les radios sur lesquelles ils étaient diffusés, c'était effectivement dans le Doubs. Bonjour, merci pour ta réponse. On peut se tutoyer, ça ne vous gêne pas? J'ai un contact avec une personne nommée Guillaume qui travaille à Radio Oméga, une radio associative basée à Audincourt, dans le Doubs, près de Montbéliard. Je viens d'envoyer un SMS avec le lien du poste et ils ont une bibliothèque de CD en espérant qu'il nous aidera. Bon après-midi. Bonjour, oui bien sûr, on peut se tutoyer. Déjà, une mauvaise nouvelle, Radio Oméga n'a pas ce groupe dans leur collection. Il m'avait répondu, on n'a aucune connaissance de ce groupe dans nos archives, donc il faudra trouver d'autres solutions pour ce groupe. Il y a les stations de radio de Besançon, comme Radio Bip, Radio Campus, Radio Shalom. Il y a aussi les bibliothèques, médiathèques situées dans cette ville ou aux alentours qui pourraient nous aider également. J'ai également des contacts chez France Bleu Belfort Montbéliard, peut-être que ça pourrait être utile de les contacter. Je pourrais aussi demander de faire un appel aux auditeurs à ces stations-là. Il y a peut-être des collectionneurs de CD vinyles qui écoutent ces stations. Et les mauvaises nouvelles, elles vont continuer. Pratiquement tous les organismes susceptibles d'avoir gardé des archives de cet album ont été poncés et rien n'en est sorti, que ce soit les archives départementales, la SACEM, les journaux. Cet album semble bel et bien avoir disparu et même les membres du groupe restent démunis. Salut la team, est-ce qu'il y a eu des avancées depuis? Je suis en train de réaliser une suite de 3 vidéos sur l'iceberg des Lost Media français et Pierre de Lune y apparaît. J'avais bien envie de traiter le sujet car il me fait beaucoup penser au délire des Lost Wave qu'on a pu retrouver récemment en plus. Bonsoir, malheureusement non. Depuis j'ai appelé des disquaires sur Besançon et alentours pour savoir s'ils en avaient pas une trace, mais ça s'est avéré non concluant. Rien de plus malheureusement. Et si je vous mets cette histoire à la toute fin de l'iceberg, bah c'est pas pour elle. Pierre de Lune, c'est l'un des nombreux groupes expérimentaux des années 80 qui a quasiment disparu, dont les seules traces qu'on a c'est ces quelques musiques ou quelques pistes musicales, et qui a amené à un terme non officiel que vous devez peut-être connaître, la Lost Wave. Tous ces projets musicaux passés à la trappe, non sauvegardés pour cause de manque de succès, il en existe des dizaines, et grâce à l'explosion du Lost Media Wiki, beaucoup de personnes se sont lancées comme défi de retrouver ces musiques, ces groupes que même l'histoire a oubliés. Et moi, bah je trouve ça beau. Et ça me brise le cœur de voir que malgré tous les efforts fournis par les réditeurs pour retrouver l'album de Pierre de Lune, ils se confrontent toujours en fait à des murs, personne ne connaît l'album, personne ne connaît le groupe, personne ne connaît les musiques. Et cette entrée de l'iceberg, c'est un giga appel à l'aide, parce que d'une, j'adore la musique, et de deux, bah les deux musiques qu'on a, elles sont hyper clean. Et je me dis que avec les petits miracles qu'on a eu de Lost Wave qui ont été retrouvés après des années et des années, bah je me dis il y a peut-être un espoir. Et si on essayait de retrouver cet album? Je vous mets tous les liens en description pour vous aider, notamment le Discord de Lost Media français, comme ça on va maximiser nos chances. Et j'espère que cette vidéo sera le point de départ en quelque sorte d'une chasse au trésor qui pourra nous amener à un des plus beaux des cadeaux. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. Encore une fois, pour ceux qui l'ont loupé, n'hésitez pas à regarder l'épisode 1 de cette vidéo si vous ne l'avez pas regardé. Si vous pouvez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le soutenir. Vous avez le lien de mon Patreon en description. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, lécher des petits commentaires dans tous les sens, vraiment ça me fait trop plaisir. Venez me suivre sur Instagram surtout et sur Discord, c'est là où je suis la plus active. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.